Bon, tout d'abord, bonjour à tout le monde. Je voulais remercier les organisateurs, Jean-Pierre Doloued, Arcaïd Colina, sans oublier Marc Oriacombe, de m'avoir permis d'être parmi vous aujourd'hui. Donc après, dans cette session, après des indicateurs issus des neurosciences, l'imagerie, des progrès thérapeutiques, mes propos, ce seront peut-être de vous donner, d'essayer de voir avec vous plus exactement des indicateurs de santé publique, parce que quelle est la résultante de tout ça. Et donc, je vais vous parler en un laps de temps très court. C'est toujours difficile de résumer des millénaires d'un concept qui concerne la qualité de vie. Alors pourquoi le meilleur et non le pire ? Le meilleur parce que la qualité de vie, c'est un concept qui s'adresse aux patients. Et s'il s'adresse aux patients, il va falloir donc poser la question aux patients et tenir compte de cet avis. Et c'est ça qui est intéressant dans le concept de qualité de vie, contrairement peut-être à ce qu'on fait aujourd'hui, où selon les interlocuteurs, vont peut-être exprimer des avis qui ne sont pas ceux du patient. Alors vous avez de nombreuses études, j'ai pris celle-ci presque au hasard, qui montrent que les avis divergent totalement en ce qui concerne la qualité de vie d'un patient par rapport à un traitement thérapeutique quel qu'il soit. Alors, tout le monde utilise la qualité de vie, bien évidemment, mais on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la qualité de vie ? Et pourquoi ? Parce que, en fait, la qualité de vie, c'est simple. Si je demande à la salle, est-ce que vous avez une bonne qualité de vie ? Il y a eu des études pour ça, vous voyez, au niveau européen. Une seule question. Comment évaluez-vous votre niveau de qualité de vie à l'heure actuelle ? Et vous voyez que selon les pays, donc les couleurs bleu foncé sont les pays qui ont apparemment une bonne satisfaction de leur qualité de vie par rapport aux autres pays. Vous voyez que c'est quand même un raccourci par rapport à ce concept de qualité de vie. Alors, la qualité de vie, l'évaluation de la qualité de vie, c'est quelque chose probablement d'important, parce que dans l'évaluation des systèmes de soins, quelles que soient les variables, on a toujours une référence à la qualité de vie. Le problème, c'est qu'on évalue la qualité de vie au travers des études cliniques, par exemple, alors que l'évaluation de la qualité de vie, elle doit se faire comme objectif principal dans des études et comment faire au quotidien. Autre paramètre, donc je vais bien évidemment évaluer quelques points qui m'apparaissent importants et qu'on peut peut-être changer, les idées préconçues. Lorsqu'on parle de qualité de vie, énormément de dimensions, c'est qu'un aperçu des dimensions, vous pouvez en rajouter. On a tendance à dire le bien-être, c'est la qualité de vie. Non, le bien-être, c'est pas la qualité de vie, par exemple, c'est une dimension de la qualité de vie. Et on ne peut pas appréhender l'évaluation de la qualité de vie au travers d'une dimension. Alors, qui doit évaluer la qualité de vie ? Alors, c'est un problème. En fait, il n'en est pas un, parce que, a priori, c'est une perception intime de ce qu'on peut percevoir comme étant sa bonne ou sa meilleure qualité de vie, et seul le patient est capable d'évaluer sa qualité de vie, vraiment. Alors, l'est-il toujours capable, dans le cas de certaines pathologies, Alzheimer, schizophrénie, etc. Et dans ce cas-là, qui doit évaluer la qualité de vie ? Est-ce que c'est le médecin traitant ? Sûrement pas. Est-ce que c'est l'entourage ? Sûrement pas. Est-ce que c'est une tierce personne indépendante ? Et là, ça complique les choses, parce que si on évalue dans une institution la qualité de vie avec une tierce personne, ça augmente le personnel. On a l'illustration au travers de l'évaluation de la qualité de vie des enfants, où en fait, c'est les parents qui évaluent la qualité de vie de l'enfant. Et les parents, ils n'évaluent pas la qualité de vie de l'enfant, ils évaluent leur propre qualité de vie au travers des agréments ou désagréments que leur procurent les enfants. Alors, autre donnée intéressante qu'on oublie, c'est qu'on peut aussi évaluer la qualité de vie de l'entourage, qui peut être un indicateur indirect de l'amélioration de l'état de santé des patients. Comment évaluer ? Alors ça, c'est également un problème important, parce que autant en psychométrie, par rapport à des échelles de psychopathologie, on va évaluer un état depuis 1 mois, depuis 3 mois, alors que la qualité de vie, en fait, elle est, entre guillemets, intemporelle.
Si je vous demande est-ce que vous avez une bonne qualité de vie, en fait, consciemment ou inconsciemment, vous allez référer à des événements proches, éloignés et proches, qui vont faire que dans un laps de temps donné qui est le vôtre, et qui n'est donc pas le même pour tout le monde, vous avez ou pas une bonne qualité de vie. Alors, le problème se pose aussi dans cette évaluation du temps, chez les patients souffrant d'addiction, par exemple, parce que à quel moment doit-on prendre en compte une amélioration et une détérioration de la qualité de vie? Parce qu'on peut supposer que dans une phase d'instauration d'une addiction avec un côté ludique, dans un premier temps, le patient va avoir une bonne qualité de vie. Et puis la pathologie s'installant, le handicap survenant, il aura à ce moment-là une pathologie, une qualité de vie qui sera en fonction de la pathologie et de ses aspirations, qui sera atténuée. Autre point important, le déterminisme. Et ça, quelles que soient les échelles, c'est toujours très compliqué parce qu'il n'y a pas de point commun entre toutes les échelles et souvent on va évaluer la qualité de vie avec un vocable précédant les items, comment allez-vous? Quand vous croisez dans la rue, comment allez-vous? En pensant que la personne va bien d'ailleurs, donc déjà là vous vous interprétez. Et donc c'est très nombreux, je ne les ai pas tous mis, la plupart du temps c'est par rapport à la satisfaction. Et puis, selon les définitions qui ont été faites de la qualité de vie, qui est un concept relativement récent dans son structure, dans sa qualification, c'est moins de 50 ans, même si on peut dire que les philosophes grecs faisaient de la qualité de vie sans que ça soit nommé comme ça, il y a les différences entre les attentes que peut éprouver un individu. Donc on va vers une médecine personnalisée et la qualité de vie, justement, un indicateur individuel. Et puis les conséquences et la causalité. Et je pense à l'heure actuelle, en réfléchissant sur la qualité de vie, que la qualité de vie, c'est justement les conséquences et la causalité d'une pathologie, d'un événement. Et puis le dernier point qui n'est absolument pas pris en France, qui est très connu des anglo-saxons, c'est les préférences. Effectivement, vous prenez en compte une échelle de qualité de vie qui évalue, par exemple, l'environnement, l'habitat, et si vous demandez avez-vous une bonne qualité de vie parce que vous habitez dans un logement, une personne dira oui, une autre dira oui. Mais si on leur demande et donc ils auront le même niveau de qualité de vie, si on leur demande quelles sont les préférences, un qui habite un appartement et l'autre qui habite un appartement mais qui voudrait habiter dans un pavillon, et bien la qualité de vie n'est plus la même, il y a une pondération par les préférences. Et donc ça c'est important parce que ça renvoie à la notion individuelle de ce qu'est la qualité de vie. Donc comment s'y prendre? Je ne détiens pas la vérité bien évidemment, mais déjà c'est ces derniers temps, et non pas un temps fixe. Il y a des cas précis où il faut déterminer, ça peut être la dernière semaine pour des raisons bien précises, et c'est à cause de votre abus d'alcool que vous avez, par exemple, une mauvaise qualité de vie, de loisirs, par exemple. J'y reviendrai 2 secondes au niveau des échelles pour être un peu plus précis dans ma démarche. Alors, quel outil choisir? Alors ça, c'est un grand problème parce que nos instances nous disent il faut faire, à la transparence, il faut faire des évaluations de qualité de vie. Ils ne vous disent pas quel outil prendre. Et quand vous choisissez un outil dans les dossiers, c'est bien souvent pas recevable parce que personne ne s'entend sur l'outil qu'il faut prendre. Il n'y a pas de référence d'outil à l'heure actuelle. En fait, bien souvent, les références, c'est celui qui a le plus publié dans une échelle donnée et on est tranquille puisque c'est publié. Alors, la démarche actuelle, qui a bien évolué, maintenant qui est un peu caricaturale pendant des années, est-ce qu'il faut prendre un outil générique, un outil spécifique? L'outil générique, il est transnosographique. Il a par contre une cohérence interne qui est très variable, et l'outil spécifique, il a été créé pour une pathologie donnée et donc est très sensible. Mais justement, il est peut-être trop. Alors, il y a des outils qui existent, ils ont le mérite d'exister, parfois en ajoutant ce qu'on appelle des modules spécifiques ou des échelles qui existent symptomatiques, on peut déjà appréhender un petit peu mieux la qualité de vie. À titre d'exemple, l'index de Karnofsky, pendant des années et encore, a été l'échelle de qualité de vie de référence.
dit comme tel, échelle de qualité de vie de référence. Or, ce n'est pas une échelle de qualité de vie, c'est un outil très intéressant, très utile, c'est un index de performance, c'est le thermomètre, 0 la mort, 100 l'état de santé le meilleur, et le patient ou le médecin juge, pondère en fait l'état de santé de manière parfois inobjective qu'il suppose être du patient. La RAND 36, donc, qui est parmi les échelles de qualité de vie les plus connues, qui est un outil générique, qui à la base était un outil utilisé pour les cardiologues, et les grandes universités américaines ont voulu rajouter un aspect psychologique, émotionnel, et ont donc créé cette échelle dite de qualité de vie. Et là, vous voyez que les items, en fait, ce ne sont pas des items de qualité de vie, ce sont encore une fois des items symptomatiques. Si on dit « êtes-vous anxieux ?», le patient va vous dire un peu beaucoup passionnément, et le médecin va interpréter « s'il est anxieux, il a une mauvaise qualité de vie ». Non, vous pouvez être anxieux et avoir une bonne qualité de vie. Et toute la problématique, elle se joue là. Ça paraît simple en parler, c'est beaucoup plus difficile, bien évidemment, de le mettre en pratique. Et en fait, si vous voulez évaluer cette anxiété, c'est à cause de son anxiété, est-ce qu'il a une bonne qualité de vie loisir? Parce qu'il va être phobique, par exemple, il ne va pas aller au cinéma. Et effectivement, là, il aura une mauvaise qualité de vie, on pourra l'interpréter. J'ai pris un autre exemple donc d'échelle relativement récente pour évaluer la consommation d'alcool. Pareil, c'est une échelle qui est symptomatique, qui a le mérite d'exister, mais qui n'évalue pas la qualité de vie. Si le patient a négligé son apparence, quelle que soit la quantification qu'il va donner, ça ne donne pas, pour lui ou pour le médecin, sauf s'il y a une interprétation mauvaise, un reflet de la réalité de sa qualité de vie. Alors, dans l'évaluation des outils de qualité de vie, quand on est puriste, si on fait bien les choses, ça doit être créé à partir d'un verbatim patient, quelle que soit la pathologie. Ça, c'est un plus, un apport. La difficulté, c'est de formuler les items. Et malheureusement, souvent dans des études, quand on fait ce verbatim, on utilise ensuite des logiciels qui vont vous ramener à des équivalents sémantiques qui vont déjà noyer les individus dans la généralité. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Pour les enfants, de la même manière, têtu sens-tu triste, la maîtresse était gentille, c'est pas un reflet de la qualité de vie de l'enfant. Alors comment interpréter les études de qualité de vie? Parce que la plupart du temps, dans la majorité des études, on fait référence à un score moyen. Mais le score moyen ne vous apporte aucun élément pour essayer d'améliorer la qualité de vie, quel que soit le traitement, à plus forte raison dans des pathologies comme l'addiction. Et sur cet exemple donc, de patients greffés où on a comparé l'appréciation de la qualité de vie de ces patients en fonction des années de survie, si on prend la moyenne, vous pouvez vous apercevoir que ça soit inférieur à 1 an ou à plus de 5 ans, le score de qualité de vie est identique pour tout le monde. Donc, quelles sont les conclusions? Vous me vivez longtemps ou pas longtemps? C'est encore un choix personnel. En revanche, si vous regardez les bornes de ces scores de qualité de vie en fonction de l'année de survie, vous voyez qu'il y a des gens qui, à moins d'1 an, apprécient une qualité de vie très très bonne, et puis d'autres, pas du tout, et que ça soit 1 an ou à moins de 4 ans. Ça veut dire qu'en fait, il faut avoir comme borne de repère un score moyen, bien évidemment, mais qu'il faut surtout avoir la répartition des scores de qualité de vie. Et donc, à diagnostic identique, vous allez avoir des patients qui, à sévérité identique, entre guillemets, si on peut arriver à avoir ces paramètres, vous allez avoir un gros tiers, mais disons un petit tiers de patients qui vont avoir une bonne qualité de vie, proche de la normale, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de normalité et il n'y a pas de comparaison avec des groupes témoins de la qualité de vie, et puis des patients qui vont avoir une qualité de vie très altérée. Ces patients, si on veut prendre comme indicateur la qualité de vie, ne sont pas les mêmes, en tout cas sur le paramètre qualité de vie, et peut-être que c'est à ce moment-là que ça peut être un outil d'aide à des décisions de traitement différents en prenant en compte ces variances. Alors pour conclure, la qualité de vie, ça ne dépend pas du médecin, surtout de son interprétation, ça dépend du médecin dans effectivement les traitements qu'il va donner, mais c'est peut-être un moyen, la qualité de vie, de donner la
la parole au patient. Vous voyez, on revient à la volaille du début. C'est un moyen pour donner la parole au patient. Alors c'est intéressant parce que en France, on a l'éducation thérapeutique et nos chers administrateurs nous indiquent que comme indicateur des programmes d'éducation thérapeutique et du bienfait de ces programmes, il faut évaluer la qualité de vie. Bon, ils ne nous ont pas dit comment, mais un programme c'est un réseau, c'est individuel, c'est un groupe, et là la qualité de vie c'est individuel, est-ce qu'on va élargir un groupe? Donc c'est aussi compliqué, mais l'évaluation de la qualité de vie peut être intéressante dans ce cadre-là, pour peu qu'on demande l'avis du patient. Donc ça va constituer une plus grande écoute, et puis pour eux, c'est peut-être le moyen de leur redonner un certain pouvoir quant à la gestion de leur maladie, et donc pour le mieux et non le pire. Je vous remercie de votre attention.